Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Pascal Jarry et je passe derrière des gens qui pourraient me battre au Scrabble, donc c'est assez délicat pour moi. Je vais vous parler effectivement avec un autre point de vue de l'innovation, d'un autre point de vue parce que je n'ai pas du tout un background académique, j'ai un background technique, mécanique, robotique, ingénieur, et j'ai fait du jeu vidéo dans l'industrie pendant plus de 20 ans. Donc c'est pas vraiment vos profils. J'ai fait du jeu vidéo en 3 langues, sur 3 continents. J'ai managé des équipes créatives, de programmeurs et d'artistes qui avaient comme défi de faire des jeux vidéo au quotidien. Donc quand on parle de motivation des équipes, j'ai vu. Quand on parle de méthode de créativité et d'innovation, je connais un petit peu. Mais maintenant, on le fait sous forme j'aurais pas dû courir. On le fait sous forme d'entreprise, de cabinet conseil. Alors pourquoi on s'appelle Solid Creativity déjà? C'est pour aller à l'encontre de ce qui a été dit tout à l'heure, ou en complément de ce qui a été dit tout à l'heure, sur sortir de la boîte. Vous vous rappelez ça? C'est-à-dire qu'on présente toujours l'innovation, la créativité comme sortir de la boîte. Pour nous, la créativité, elle est dans la boîte. Donc on vient compléter un petit peu les images il faut être exubérant, il faut être un petit peu en dehors et tout ça. Ça va jusqu'à notre logo, puisqu'on voit le mot solide en gris, qui est la boîte, et la créativité en verte qui est bien au milieu. Et on va voir comment ça fonctionne. Alors, nos domaines d'application, ils sont simples. Je vous ai dit, j'ai fait plus de 20 ans dans le jeu vidéo, mais le cabinet, on ne joue pas du tout avec le jeu vidéo. Nos clients, ça va être du Michelin. On est content d'avoir travaillé avec Michelin pendant de nombreuses années. Des gens comme Iris qui sont là aussi, donc des plus petites boîtes. Du Thales, du ADS, du l'HVA Rossignol, Maped, Yoplait, ainsi de suite. Donc on a vraiment des clients de toute taille, dans toute la France, dans toute l'Europe. Nos axes d'activité, c'est les méthodes de créativité dont je vous parle maintenant. Il y a aussi les méthodes de créativité appliquées à l'éco, mais ça on s'en fout, parce que c'est la crise. Il y a la gestion agile. Alors gestion agile, c'est un mode de management de projet qui est normalement dédié à l'informatique, et que nous, vu que moi je fais partie de cette époque-là en fait, on a adapté à l'industrie. Donc par exemple avec Airbus, on a des défis incroyables où des équipes de 5 à 8 personnes sur 100 jours calendaires changent un paradigme très fort de l'industrie. Donc ça, ce n'est pas des petits dossiers, c'est des vraies gestions assez incroyables, avec des résultats complètement incroyables aussi. Et finalement, le management des R&D. Oui, le management des R&D, c'est un vrai dossier. Et à chaque fois qu'on va voir des DRH, les gens nous disent « Oh, mais leur motivation intrinsèque est tellement formidable et les conditions de travail sont tellement formidables que nos managers en R&D et nos R&D sont automotivés. Et le lendemain, ces mêmes gens sautent par la fenêtre. Mais ça aussi, c'est un autre dossier. Et plus sérieusement, en fait, il existe des guides très simples qu'on peut donner pour manager. Alors, je ne suis pas tout seul, on est une dizaine en France, on a un cabinet en Allemagne, et on intervient un petit peu partout. Alors, tout le monde dit que l'innovation n'est pas que technologique, on l'a encore dit ici, et j'apprécie ça, mais les gens parlent peu d'exemples généralement. Et à chaque fois qu'on a un exemple, boum, il est techno. Donc, moi on m'a dit, Pascal, c'est à toi de faire ça, tu vas nous trouver des exemples non techno. Alors ça tombe bien, on en a. Des choses qu'on connaît, qui sont très simples. Le microcrédit, je ne sais pas si vous connaissez le microcrédit. Si on demande à des gens qui ont les moyens de donner une somme dont ils peuvent facilement se départir à des gens qui, pour eux, vraiment, cette somme ferait une grosse différence, d'accord? Donc on voit un rapport de masse, en fait, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, au niveau de l'impact. Et l'autre, qui est complètement en phase avec ça, c'est le cross-funding. On demande à une pluralité de gens, basés sur une motivation et aucun devoir, de mettre de l'argent dans des projets qu'ils ont envie de voir, comme ça, prendre l'air et s'envoler. Donc ça, c'est une innovation. On va voir si derrière cette innovation, il y a des signes communs avec les autres innovations non technologiques, comme celles-ci. Celles-ci sont basées sur une techno. C'est-à-dire que le vélo, la voiture sont des technologies. Mais l'innovation elle-même n'est pas dans la technologie, l'innovation elle-même est dans le moyen d'utiliser. Blablacar, je ne sais pas si vous connaissez, c'est on se met ensemble pour du covoiturage structuré autour d'une interface Internet. Et ce qu'on appelle Vélib, mais à Lyon, ainsi de suite. Il y en a à Clermont? Comment il s'appelle à Clermont? Pardon? C'est vélo. Ah, c'est Clermont, vélo, ça marche. Et en fait, on se rend compte là qu'on est dans une innovation
d'usage absolu et qui va à l'encontre du feeling, à l'encontre de l'affect de la personne, parce que le vélo, c'est peut-être le premier cadeau dont on se rappelle. Ah, j'ai eu un vélo à Noël, il était rouge, j'ai la photo, ainsi de suite, quoi. Et là, d'un coup, on nous demande de faire une croix sur le lien le plus fort qu'on avait à la propriété, et de dire maintenant, ton vélo, il n'existe plus, et tu as le vélo des autres. Et ça veut dire aussi ne pas en prendre soin, et on en prend soin quand même. On devient tous communistes ou quoi, c'est un truc un peu bizarre. D'autres choses aussi qui sont l'innovation non technologique, même si encore une fois, ce modèle précis est sur la techno, mais on peut le trouver dans des choses complètement zéro techno, c'est la gratuité. La gratuité ou la première gratuité, c'est-à-dire que d'abord c'est gratuit, puis après on a accès à des comptes premium, donc on appelle ça le gratuit, premium, c'est freemium. Donc soit tout gratuit. Pourquoi tout gratuit? Parce que bon, il y a forcément un business model quelque part qui va puiser un petit peu de revenus pour les gens, d'accord? Et ça, c'est zéro techno. Est-ce que c'est important comme innovation? Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne vivent que grâce à ça. C'est bien que c'est important. Et beaucoup d'usagers ne peuvent utiliser que ces usagers, ces je sais pas, logiciels, produits, services gratuits. D'accord? Donc il y a manifestement une adéquation. Ça c'est des produits qui sentent bon la crise. Alors quand je dis produit, ça peut dire bien ou service, hein, qu'importe. Et ça, c'est un truc aussi marrant, ça profite de la technologie, mais ça n'est pas la technologie. C'est une application très simple qui permet à un téléphone de communiquer avec un autre téléphone directement, soit par ses capacités propres de Wi-Fi, Bluetooth, ainsi de suite, au choix, selon la meilleure disponibilité, et de rebondir. Et donc ça fait un maillage, le maillage c'est mesh, en anglais, et donc ce réseau mesh, par exemple, en ce moment, à Hong Kong par exemple, est utilisé par les contestataires pour faire le tour des blocages. Quand l'État dit maintenant, il n'y a plus de GSM ou il n'y a plus de Wi-Fi ou je ne sais pas quoi parce que j'ai décidé, les gens peuvent encore communiquer. Donc on voit, là on est vraiment dans le sociétal. Techno, zéro. Et finalement on m'a dit qu'on était en pédagogie, donc j'essaie de m'adapter. Puis j'ai aussi des enfants. Donc cette fameuse génération... Pardon? On est filmé, désolé, donc je modifie mon image. Donc cette génération Y qu'on connaît bien, elle a effectivement... Elle pose des défis. Elle pose des défis. Un jour, quand mon fils était plus jeune, je vais dans l'école d'ingénieur, il nous explique un truc très important. Il nous explique, les cours magistraux, on n'en fait plus. Je dis, comment ça? Les cours magistraux, on n'en fait plus. On n'en fait plus parce que les gens ne venaient pas. Ah bon? Est-ce que c'est suffisant? Alors les gens ne venaient pas, on les a forcés dans un premier temps. Et ils venaient? Oui, ils venaient, ils signaient, ils se barraient. Ou alors ils venaient et ils manifestaient leur désagrément, leur mauvaise... tout. Ils étaient dans une attitude extrêmement négative. Et les gens disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont une idée assez formidable de ne pas faire de cours magistral et d'imposer des travaux de groupe, des exercices. Et les gens manquaient de connaissances. Et manquant de connaissances, ils allaient du coup se renseigner sur le programme. Ah bah tiens, ça tombe bien. Quelle coïncidence. Dans 2 jours, j'ai ça, et si j'y assiste, je peux avoir les connaissances. D'accord? Et du coup, la personne étant en demande, ça a complètement inversé le propos. Donc, petit 1, l'innovation n'est pas techno. Petit 2, on voit qu'elle a un impact réel. D'accord? Alors, dans toutes les définitions de l'innovation, pour moi, je prendrai que celle qui a éventuellement un impact de valeur, c'est-à-dire de monnaie, de choses comme ça. Donc vous allez me dire si vous êtes à même de faire ce genre de choses. Petit test. Ça vaut quoi ça? S'il y a des profs de maths qui jouent le jeu. 45? Prof de maths? Eh ouais. Parce qu'en fait, face à un test comme ça, face à une situation comme ça, en fait, chacun va réagir différemment. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont faire 1, plus 2, plus 3, plus 4. Il y a des gens qui vont faire n facteur de n plus 1 sur 2. D'accord? Bon, il n'y a pas de petit boutonneux à lunettes, donc peut-être pas aujourd'hui. Il y en a qui vont avoir remarqué que 1 plus 9, 2 et 8, 3 et 7, à chaque fois, ça faisait 10, et qu'on faisait 45. Il y a effectivement des gens qui ont lu en bas de la page, c'était écrit, le résultat est 45, c'était affiché depuis le début, mais à peu près 9 personnes sur 10 ne le voient pas. Et il y a des gens qui soit refusent, soit disent ça vaut rien, soit ont une proposition en dehors d'un résultat mathématique. D'accord? Alors,
Ça fait partie de tests d'intelligence, de tests de créativité. Il y en a partout. Vous faites sur Internet tests d'intelligence, tests de créativité, c'est des trucs autoréférents du genre « c'est quoi la créativité ?» C'est ce que mesure ce test. Donc ça, moi, j'adore. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de parler de ça. On n'a pas le temps de parler du cerveau, de son fonctionnement. Et pourquoi? Parce que quand vous recevez une classe, quand vous recevez un groupe de travail, quand vous recevez une équipe, il est hors de question, un par un, de leur ouvrir le crâne, de changer. Ah, t'es trop cerveau droit, t'es trop cerveau gauche, t'es pas assez limbique, je vais m'occuper de toi. C'est impossible, d'accord? Donc, juste pour revenir là-dessus, pardon, entre le être et le faire, c'est très important. Beaucoup de formations vous promettent, par exemple, d'être plus créatif. Beaucoup de gens vont vous dire, on va développer votre créativité, d'accord? C'est comme ces promesses de « je vais te faire grandir de 2 mètres ». C'est très bizarre d'apprendre à être plus créatif. Vous voyez ce que je veux dire? On est créatif ou on fait un résultat créatif? D'ailleurs, quand on se prétend créatif, à quoi est-ce qu'on est jugé? Généralement au résultat, d'accord? On a parlé tout à l'heure de CV, par exemple. T'as déjà fait quoi? Moi, quand je recrutais des gens, d'accord, j'étais chez Sony, donc Sony, ils ont fait des jeux vidéo. Donc j'étais à Londres, j'étais responsable des développements internes chez Sony, au moment du lancement de la PlayStation, d'accord? Donc c'est des postes sympathiques, et on recrute des gens, et tout le monde nous envoie son CV, d'accord? Et moi, je vois un CV, et je me dis, ce gars-là, il a plein d'idées déjà. Il le prouve, il a déjà eu plein de bonnes idées. Est-ce qu'il en a encore? On peut se demander. Et celui-là qu'on n'a eu qu'une, mais elle est vraiment très bonne, j'aimerais bien travailler avec lui quand il aura la deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on peut mesurer comme ça? C'est très très compliqué. En tout cas, nous, on a un parti pris très fort, c'est l'être. On le respecte, on n'y touche pas. Même quand on est à motiver des équipes, ainsi de suite, c'est on le respecte, mais on va faire en sorte qu'ils atteignent un résultat créatif. Allez, deuxième chance pour ceux qui n'ont pas participé. C'est très simple, mais ça va se compliquer, donc répondez vite pour participer. Non pas que je doute de vos capacités. Comment est-ce qu'on peut diviser cette forme en 2 parties parfaitement égales et superposables? Plier en 2? Comment plier en 2? Selon quel axe? La diagonale. La diagonale, absolument. Ça marche, hein. Plier en 2. Attention, un petit peu plus dur. En 3. Tout le monde là? 3 carrés. 3 carrés, ça marche. Attention, beaucoup plus dur. Vous me voyez venir? C'est toujours la partie du haut, hein. Je vous le dis tout de suite, on ne ferme pas la forme. Vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon, là? Si en plus je vous mets la pression, je peux vous assurer que ça ne va pas vous aider, hein. Si je vous mets une carotte non plus, je peux vous le garantir. On connaît bien ça. On plie en 2. Par exemple, si on mettait un deuxième trait comme ça, c'est ça? Ça ne marche pas, oui, on a un petit triangle et un gros triangle. Est-ce que vous avez une autre proposition? Je vous le montre, hein, d'accord? Il est tellement dur que je vous le montre, en fait. Je suis un peu vache, parce que moi-même, j'y suis pas arrivé, mais après, je me venge. En fait, c'est la forme elle-même, réduite, mise au centre, et autour, on rayonne. C'est pas bête, hein? Alors attention, encore plus dur. Si vous l'avez, je veux rien entendre, je veux pas entendre un mot. Si vous l'avez, vous levez la main. C'est parti. Comment on divise un carré? En 5 parties égales superposables. Si vous l'avez, vous levez la main. Il y a des gens qui n'ont pas compris la notion de lever la main. Il y en a une qui a levé la main, 2 qui ont levé la main, 3. C'est tout? Alors je le montre aux autres. Pourquoi? Comment? Pourquoi est-ce qu'on peut tomber dans un piège aussi grossier en quelques secondes? Parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain. Et parce que le premier obstacle à la créativité, c'est nous. Parce que le premier mur entre nous et la super bonne idée, c'est nous. Et je ne parle même pas de l'autocensure, parce que l'autocensure, c'est avoir une idée et ça refuser. D'accord? Là, c'est juste ne pas avoir l'idée. Donc, on fonctionne différemment, on le sait. Culture, ainsi de suite. Le mois dernier, en pleine grève Air France, j'étais à Shanghai et à Suzhou à former des Chinois. Ils sont tous tombés dans les mêmes pièges. C'est formidable. Hein, c'est absolument formidable. Malgré les différences, on est assez prévisible. Je sais quand vous allez tomber dans le piège, je sais dans quel piège vous allez tomber.
Et ce qui est marrant aussi, c'est que, vu qu'il y a tous ces pièges, il y a un phénomène qui se met en place, c'est que dès qu'on a une idée, c'est la bonne. J'ai 1 an de projet. J'ai 1 an de projet. On me demande de trouver un truc innovant. Je vais passer à peu près 3 minutes à trouver une idée, et le reste de l'année à la développer. D'accord ? À aucun moment, mon cerveau me dira « Allez, c'est peut-être une meilleure idée derrière, continue un petit peu. » Donc, c'est des mécanismes assez bizarres qui se passent. Les méthodes, comment ça fonctionne? Les méthodes, c'est assez bizarre. Les méthodes, ce sont des choses qui formalisent ce qui se passe dans le cerveau au moment où on a l'idée. Bon, les idées, on les a en 4 étapes. J'ai un problème et j'y fais face. J'oublie et je fais autre chose. Je prends ma douche, je conduis, ainsi de suite. D'un coup, il y a, boum, ça s'appelle l'incubation. D'un coup, boum, on a l'idée, elle est bonne. On la note pour ne pas la perdre. On ne sait pas si on pourra l'avoir à nouveau. Et le lendemain, on la met en œuvre. D'accord? On a tous eu ça, on a tous connu ça. On peut améliorer ça en prenant de la drogue et des boissons. Ne le dites pas à vos élèves, mais c'est comme ça que ça marche. Le souci, c'est qu'il y a une durée. On peut attendre des semaines et des semaines. La méthode, comment elle fonctionne? Une méthode de créativité connaît la forme du résultat attendu à la fin de cette période. Donc, plutôt que de l'accélérer ou de la favoriser, on la simule. C'est un peu compliqué. Mais en fait, il y a un truc qui est très simple. Dans la totalité des slides qui ont été montrés avant, ceux-là et tous les produits et services qui existent au monde, il y a toujours des gènes d'innovation dedans et qui sont super simples. Et il y en a 5. Vous me montrez une innovation, et je vous dis ça par rapport à juste ce qu'il y avait avant, parce qu'il y a toujours un truc avant, sauf si ce n'est une découverte scientifique, c'est cet outil-là de l'innovation. D'accord? Et alors là, d'un seul coup, c'est wow, de quoi il nous parle ce gars? Alors je vous parle d'un truc qui a été en fait inventé à la base par un Russe. Le gars, il était tellement brillant qu'il a fini au goulag. Enfin, il en est sorti, parce que Staline est mort pour lui, grâce à la mort de Staline, il a pu sortir du goulag. En lisant des centaines de milliers de brevets, il a découvert qu'il y avait des points communs entre les inventions, entre les brevets en tout cas, dans un premier temps. Et il écrit un courrier à Staline en disant « Comrade, j'ai trouvé le moyen de débrider la créativité en Russie », donc là, goulag, bien sûr. Trise, Strasbourg, il développe beaucoup de Trise, c'est très scientifique, un peu lourd, mais c'est connu. Il y a les références en bas, si vous voulez visiter un peu tout ça. Ensuite, il y a un gars qui découvre ça. Alors moi, le jour où je découvre Trise, en fait, c'était en compétition avec ma propre méthode que je voulais déposer. Et Trise était bien meilleur, donc j'ai abandonné mes petits trucs à moi. Je me suis dit, ah, Trise, c'est génial. Après, je me dis, ah, Trise, c'est trop dur, il faut le simplifier. Et puis, j'écouvre un mec qui avait vraiment bien simplifié Trise. Donc, pareil, il s'appelait Ronny Horowitz, et ça s'appelle Azit, et je me le suis approprié. Et c'est ce qu'on développe en France. Et depuis même, on l'a simplifié encore. Et donc, aujourd'hui, on voit 3 outils qui permettent d'inventer les choses de façon très simple. Je vais vous dire comment ça marche. C'est super simple, c'est 5 outils. On est en conception, donc il y a 2 approches, conception et résolution. Résolution, c'est j'ai un problème, comment le résoudre? Le deuxième, c'est je veux lancer un nouveau produit. Donc, ces mécanismes, je vais vous présenter quelques-uns, 2 ou 3, en repartant des innovations présentées tout à l'heure. Si on parle de l'innovation sociale, sociétale, du crowdfunding ou du microcrédit, on peut dire que c'est simple, c'est qu'au lieu d'avoir un gros donateur ou un gros payeur, j'en ai une multitude. Donc cet outil s'appelle multiplication. C'est super simple, plutôt que d'avoir un, mettez-en plusieurs. Super simple, d'accord? Et le deuxième aussi outil, c'est suppression. Suppression, c'est l'outil le plus efficace. Alors vous allez me dire, mais quand on innove, on ajoute. La plupart des grosses innovations sont des suppressions, d'accord? Comme des syntaxes. La perfection n'est pas atteinte quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Alors vous allez me dire qu'il faut bien qu'on progresse aussi. Oui, je suis d'accord. Mais regardez, la Dacia qui a été citée, c'est majoritairement des suppressions. D'accord? Donc il y a des améliorations, et d'un seul coup, il y a une suppression. Et ce gap de suppression, ce recul, bam! Bizarrement, c'est une grosse innovation. Et on recommence à améliorer. Et d'un coup, bam! On innove. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, mais des fois, ça, c'est assez rigolo quand même. Là, c'est rigolo, c'est qu'est-ce que c'est comme mécanisme? On supprime son vélo et on multiplie le vélo des autres. Et c'est pareil, on peut aller sur les mêmes constatations d'outils. Là, c'est pareil, on supprime et on divise et déplace. Ça, c'est un autre outil, diviser et déplace. D'accord? Il y a des parties, on les laisse bouger et on les met ailleurs à un autre moment, ce genre de choses. FireChat qu'on a vu tout à l'heure, vous les voyez venir, parce que j'en ai pris qui se ressemblaient, d'accord? Pour rester sur 3 outils simples à comprendre. On multiplie et on supprime, comme à chaque fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ah oui, j'oublie, c'est comme génération Y. C'est quel outil, ça? Est-ce que c'est supprimer? Non. Parce que j'ai tout encore. C'est division, d'accord? On divise et on déplace. Donc diviser, déplace, super simple. Vous avez un problème, vous divisez, vous déplacez, regardez si ça marche mieux ou pas.
Est-ce que c'est de la théorie? Il y a une société qui s'appelle Nintendo qui dit ben nous, on a innové comme ça pour la Wii. Et bizarrement, ils citent la totalité des outils ASIT. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la méthode ASIT. Quel est le pays le plus innovant? On pose souvent la question. Quel est le pays le plus innovant? Je vous pose la question. C'est quoi pour vous le pays le plus innovant? À quoi on le mesure déjà? Ce serait peut-être le nombre de brevets, peut-être, ce serait peut-être le nombre de produits, peut-être. On va dire c'est les États-Unis à cause de l'iPhone, ainsi de suite, quoi. Bon, de toute façon, chacun aura son idée. Moi, je vous propose la mienne. D'accord? Aujourd'hui, un pays dont on parle très très peu, c'est la Corée. Oui, du Sud, bien sûr. La Corée, aujourd'hui, dans vos poches, une personne sur deux, là, a un truc coréen dans sa poche. D'accord? Oh, il y a beaucoup d'iPhone, mais il y a encore plus de Samsung. Il y a encore plus d'LG. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne parle pas d'iPhone, hein, d'accord? J'ai un affect avec le gars en plus, c'est pas le truc, mais iPhone a montré la voie. On a tout à l'heure demandé c'était quoi l'innovation d'iPhone, par exemple, ce genre de choses, d'accord? C'était quoi le défi d'iPhone? Le défi d'iPhone, c'est ça. C'est ce pourquoi vous l'avez acheté si vous avez un iPhone. D'accord? Uniquement ça. Vous allumez un iPhone, c'était quoi? Je le charge vite, je le charge. Oh, il est déjà chargé, Dieu merci, je peux l'allumer, et ça, tout de suite. D'accord? C'est bon, il marche. Si ça, c'était pas possible, c'est tout retour magasin instantanément. D'accord? C'est que le meilleur téléphone du monde, sans ça, à ce moment précis, n'avait aucune chance de voir le jour. Donc c'est l'usage. C'est l'usage. Et le gars était tellement chiant qu'il en a fait un truc parfait. Ses équipes venaient le voir. Non, c'est nul, tu repars. Ah, elle était là la contrainte, il était là le défi, il était là la motivation des équipes. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas. Oui. LG, Samsung, qu'est-ce qu'ils ont en commun aujourd'hui? Ils utilisent TRIZ ASIT intensément. C'est dans leur mode de production, c'est dans leur process, voilà, je cherchais le mot, et ben, c'est même un mot anglais, dommage. C'est dans leur procédure, voilà. Ils doivent utiliser des méthodes, c'est obligatoire. Okay. En France, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a nos clients, hein, heureusement, on a des très très prestigieux clients. Mais les autres, c'est quoi? C'est en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Les gars, ils sont 73 encore. Les gars, ils sont 73. Ils sont persuadés que l'idée qui va sauver leur boîte va venir du client, par exemple. Mais le client, s'il a une idée, mais il la donne à tout le monde, ou enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, vous voyez, il y a un décalage total, quoi, entre les gens qui sont en train d'investir nos poches et nos écrans de télévision et les gens d'aujourd'hui dans les entreprises, il y a un vrai gap. Alors, on donne aussi des cours à des étudiants, en fait, pour information. On a beaucoup de plaisir à donner des cours en université, mais après, plus les gens sont jeunes et moins ils sont... On tombe d'un seul coup au même rang que la géographie ou ces trucs-là. Il faut qu'il y ait un projet qui aille avec, quoi, juste pour information. Alors, est-ce qu'on peut innover dans tous les domaines? Oui, on peut innover dans tous les domaines. Et c'est très simple, et je vous invite à le faire vous-même. Inventer un nouveau produit pour votre entreprise, si vous en avez une, pour, en théorie, si ça vous plaît, vous prenez un produit ou un service, n'importe lequel. N'importe lequel, je peux vous assurer. Ensuite, vous le modifiez avec l'un des 3 mécanismes qu'on a vus. Par exemple, supprimer, c'est toujours marrant. Supprimer, ça marche super bien. Et vous dites, j'enlève un truc. Et maintenant que c'est enlevé, ça, qu'est-ce que je pourrais en faire, voire mieux, à qui je pourrais le vendre? Vous voyez ce que je veux dire? J'enlève ça, mais à qui je pourrais le vendre maintenant? Eh bien, si vous trouvez un marché, vous avez peut-être un nouveau produit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en conception, on n'attend pas d'avoir un marché, puisqu'il n'existe pas encore. On est là pour forcer le marché. Je vous rappelle que 2 mois avant le lancement de la tablette, personne ne voulait de la tablette. Hein. Personne. Ni les journalistes, ni les utilisateurs. Donc, on constate si cette modification génère un changement positif d'usage, et ensuite, donc, ça peut être ça peut avoir un marché ou pas. Donc, supprimer, c'est l'outil que je vous propose, mais je vous rappelle, il y avait aussi multiplier, et puis diviser et déplacer. Alors, est-ce que ça marche avec les petites structures? Oui. Les grands groupes, on les a cités, hein, il y en a énormément, les petites structures aussi. Je me suis arrêté sur celle-ci. Il y a la page, parce que c'est Iris, hein, n'est-ce pas? Il y a des gens d'Iris dans la salle? Donc on a des petites structures qui ont eu la gentillesse de nous faire des retours, donc c'est pas réservé à des grosses boîtes uniquement. Et on aime bien celle-là puisqu'ils disent, ben voilà, on l'a utilisé qu'une fois, enfin dès la première utilisation on a fait un gain en chiffre d'affaires de 35%, donc c'est bien pour dire que ça fonctionne quand même plus ou moins. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé. S'il y a des questions dans la salle, on a quelques minutes, donc 5 minutes pour des questions.
Comment vous mesurez la performance de votre méthode une fois que vous êtes passé au sein de l'entreprise? Quel indicateur ou quels indicateurs vous mettez en place pour justement pouvoir dire a posteriori ça a marché? Ouais. Alors on a plusieurs niveaux d'intervention et donc plusieurs moyens de mesurer. Il y a des entreprises avec qui on est uniquement par exemple en formation. Mais heureusement dans cette formation, la deuxième journée, on travaille sur les produits de l'entreprise. D'accord ? Et donc à ce moment-là, on peut considérer ça comme un atelier, comme une session de créativité. Donc on prend l'indicateur des sessions de créativité, qui est le suivant. À la fin d'une session de créativité ou d'une formation, on demande aux gens, est-ce qu'ils ont retrouvé la totalité des anciennes idées? Parce que si on a partout la totalité des anciennes idées, on n'est pas dans une approche méthodologique et on ne peut pas clamer une exhaustivité. Donc les gens disent oui. Enfin, pardon, les gens répondent. Il se trouve qu'ils disent oui. Est-ce que vous avez trouvé les idées chaudes du moment que vous êtes en train de développer? Les gens, bizarrement, aussi disent oui. Et ce qui est rigolo, c'est de voir que les gens travaillent depuis des semaines sur des projets et qu'il y a quelqu'un qui n'était pas dans leur équipe, mais qui est dans le groupe, ou formation, ou atelier, et qui trouve l'idée. Parce qu'en fait, la méthode va balayer tous les outils. Donc il y a 5 outils avec plusieurs possibles, ainsi de suite. Donc on est vraiment systématique. Et à la fin, je demande, est-ce que vous avez trouvé des nouvelles idées à fort potentiel? Et là, c'est oui. Donc là, en ce moment, on a par exemple des... Donc ça, c'est le premier truc sur des trucs courts, on va dire. Après, on a les choses, genre, j'ai dit avec Airbus, j'ai le droit de parler à chaque fois. Quand même, avec Airbus, donc on a ces programmes où là, le succès est vraiment énorme puisqu'il y a le top management. Donc c'est le N+3, donc c'est tout en haut en fait d'Airbus, où les gens ont dit, maintenant c'est comme ça qu'on va développer nos projets innovants. À la fois au niveau de la méthode ASIT et de la gestion agile adaptée au projet R&D. Alors normalement, encore une fois, c'est que pour l'informatique. Après, on a des boîtes avec lesquelles on travaille sur le long terme, parce que Airbus, c'est que 100 jours, entre guillemets. Et là, on voit les produits dans la rue, donc on est content aussi. Ça répond? Et puis on a cette page, donc référence, sur le site, dont étaient issus les petits cadres, là, où les gens qui disent, voilà, ça marche, quoi. Alors, oui. Il y a sans doute plein de gens pour qui ça ne marche pas. Hein. C'est ce qu'on peut penser quand on est assis là-bas. Il y a une question là-haut. Oui, bonjour. Ici. J'ai une question très concrète par rapport à l'exemple que vous avez donné concernant les cours et le fait d'inverser les exercices et la leçon. Oui. Parce que vous dites qu'il y a seulement 3 facteurs d'innovation, la multiplication, la suppression, diviser et déplacer. Il y en a 5 en tout, et j'en ai cité 3. Ah, vous en avez cité 3. Oui. Je reprends simplement une remarque qui a été faite en introduction, disant que dans la commande de l'éducation nationale, il y a aussi celle de l'équitabilité. Parce que diviser et déplacer, c'est bien, mais quand on se retrouve, par exemple, à devoir discriminer des élèves qui sont, par exemple, internes ou qui n'ont pas d'accès à Internet chez eux, est-ce que vous pouvez donner, par exemple, peut-être des solutions pour Là, je suis très pris en nous permettre d'innover sans créer de discrimination dans notre domaine qui est très spécifique? J'entends. Merci. Vous avez pris le mot diviser comme étant discriminant? Non, absolument pas. Parce non, d'accord. Que diviser, c'était juste le nom de l'outil. Hein. Ok. Oui. D'accord, ok. Alors en fait, ce qui est intéressant au niveau des outils, il y a un outil qui est assez rassembleur, qui est utilisé autrement, ce qui est déjà présent. Et là, on voit que la force de la différence est très importante. D'accord ? Maintenant, ce que je vous ai présenté aussi, ce sont les mécanismes d'innovation, mais les exemples que je vous ai donnés, c'était pour des conceptions. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du syndrome de la feuille blanche, on a une espèce d'approche pour concevoir. Quand on est dans des situations comme vous l'évoquez, j'entends le mot problème, solution, c'est plutôt ASIT résolution. Et ASIT résolution, on va commencer par voir si les premiers acteurs ne sont pas source de possibles. Assez souvent, on pense que, vu qu'il est à la cause du problème, il ne peut pas résoudre. Voyons si, par exemple, l'absence d'Internet n'est pas un bon facteur, un facteur positif, ce genre de choses. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Vous savez, ces 3 phases, productivité, qualité, innovation, c'était phrasé différemment, mais c'est la même source en fait aux sociaux. On a le réflexe aujourd'hui de résoudre la totalité des problèmes de la même façon. Et cette façon, c'est la façon qualité, c'est-à-dire on cherche la cause, on réduit la cause. D'accord ? Il faut juste voir les choses différemment. Et l'ère de l'innovation nécessite de voir les problèmes différemment et d'utiliser le problème de temps en temps, c'est sûr.
Mais encore une fois, vous avez un problème. Je ne suis pas docteur truc machin, hein. C'est pas comme ça que je vais vous donner une solution. Mais essayez ça, essayez d'utiliser différemment ce qui est déjà présent, de diviser, de voir, et puis vous tombez peut-être sur une situation marrante. Il y a une question là-bas. Oui, bonjour Jean-François. Donc là, je vais être un petit peu différent sur le ton. Je vous trouve très réducteur. Ouais, super. Quand vous partez de créativité, d'innovation et que vous partez d'existant. Oui, tout à fait. Je pense que, bon, vous le savez comme moi, si on partait que de l'existant, on n'aurait pas de GPS dans les voitures. On n'aurait pas de GPS dans la voiture, pourquoi? Oui, on n'aurait pas de GPS dans la voiture parce que Einstein n'est pas parti d'existant pour faire la relativité. Alors, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, c'est que tout partait d'un existant, sauf les, rappelez-vous, sauf les découvertes scientifiques. Oui. Ah mais les gens, ils sont au fond de la salle et puis ils croient qu'ils entendent tout après. Donc, la totalité des innovations dans le monde, et je le redis comme ça, vous pourrez encore mieux me répondre, c'est je prétends que la totalité des innovations dans le monde, aujourd'hui, sont toutes issues d'un existant, sauf issues de la recherche. C'est-à-dire, issues de la recherche, c'est la découverte et la maîtrise d'un phénomène physique, par exemple. Oui, mais je reviens à l'éducation. Et donc, en fait, votre façon d'aborder les choses, c'est aussi une façon qu'on aborde dans l'éducation en travaillant sur des compétences qui sont s'approprier une problématique, donc qui suppose d'explorer l'existant, ensuite d'analyser, ensuite de réaliser soi-même et de valider ce que l'on a fait. Donc on est dans cette démarche-là. Et vous avez donné un petit peu l'exemple avec l'inversion exercice-cours. Et l'interrogation maintenant qu'on se pose, c'est qu'on modélise des gens qui finalement ne répondent qu'à un besoin. Et c'est le cas de l'inversion exercice-cours. C'est-à-dire, je vais me lancer là-dedans, oui, parce que j'en ai besoin. Je ne vais pas m'intéresser à tel ou tel produit parce que j'en ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas de savoir comment fonctionne cet appareil puisque je sais l'utiliser. Et on a énormément de mal dans l'éducation maintenant à former des gens qui vont s'intéresser à des théories, tout simplement, à des développements mathématiques, parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin, ils n'en ont pas l'utilité. Alors, est-ce qu'une société qui ne répond qu'à des besoins va véritablement poursuivre son évolution? Est-ce qu'elle ne va pas à un moment donné stagner, tourner en rond? C'est une question que vous me posez ou pas? J'ai pas compris. Oui, c'est une question. Je ne suis pas même de vous répondre, hein. Ou alors à côté d'un verre, tout ça, d'accord? Moi, je suis là pour parler d'innovation. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai simplement dit, et vous avez rebondi là-dessus, que l'innovation partait d'un existant. Maintenant, ce que vous me dites, c'est lié à la génération Y. J'en ai 3 à la maison. Heureusement, ils sont en fin de vie, on va dire. Donc, je sais un petit peu ce que c'est que de les motiver. J'ai aussi travaillé avec des gens de diverses nationalités, de très créa dans l'âme, qui s'habillaient bizarrement, qui n'écoutaient pas la musique que tout le monde, et ainsi de suite, d'accord? Donc, je sais ce que c'est que de travailler à leur côté. Je ne parlerai pas de besoin, je parlerai de motivation. Le matin, je me réveille, je pivote sur mon postérieur. Les 2 pieds touchent le sol. Alors, la méthode est très propice. Enfin voilà. Là, je m'assois, et là, je vais exercer une pression des pieds. Est-ce que cette pression m'aide à me recoucher ou à me lever? C'est la seule question. D'accord? Si je suis motivé, je me lève. Sinon, je bascule en arrière et puis tout. Eh bien, dans vos cours, les gars, ils sont assis. Est-ce qu'ils se lèvent et ils marchent? Est-ce qu'ils ne se lèvent pas? C'est votre job, c'est pas le mien. Moi, je ne peux pas vous aider. Sauf si on décide d'en discuter plus sérieusement. Mais je pense qu'il y a effectivement une bonne dose d'innovation possible dans l'éducation, de par ce démarquage entre ce qui existe peut-être et cette notion de besoin, surtout s'il y a un déni du besoin ou d'envie, je ne sais pas. Et, en tout cas, il y a des questions ouvertes, manifestement, c'est intéressant. Ok. On va avancer. Merci beaucoup encore pour cet exposé très intéressant et très complet.